Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, comment aider les enfants face aux images violentes ou choquantes, humour et conseils à suivre avec le prochain épisode de la famille Tout Écran et le Clémy. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus. Et Jeanne, aujourd'hui, tu continues à chausser ton casque de réalité virtuelle puisqu'on va parler des nouvelles, justement, innovations du cinéma à l'ère du virtuel. Et oui, absolument. Plonger dans l'univers d'un 7e art pas tout à fait comme les autres, puisqu'on en fait l'expérience avec un casque et à la première personne. Oh, il nous tarde de plonger justement dans cette enquête avec toi. Notre question du jour, les ados et l'info. Milan Presse a enquêté sur le rapport des 13-17 ans à l'information. Oui, elle les intéresse, mais ils ne sont pas dupes. Ils lui préfèrent le divertissement, tout comme leurs aînés, puisque ça y est, la nouvelle tendance, c'est le ROMO, après le FOMO. Le ROMO, c'est ce nouvel acronyme pour célébrer le soulagement d'échapper à l'actualité. On en parle avec nos invités en duplex aujourd'hui. Depuis Toulouse, Marie-Anne Denis, directrice générale de Milan Presse. Bonjour à vous, Marie-Anne. Cette enquête inédite, c'est la vôtre. Oui, tout à fait, c'est la nôtre. Elle vient de sortir. On est très heureux de la faire parce que autant il y a beaucoup de chiffres sur les jeunes adultes à partir de 18 ans, autant la population des 13-17 ans, elle est très peu documentée. Donc c'est important aussi d'avoir des chiffres sur cette tranche d'âge. Absolument, on y revient avec vous dans un instant. David Julien Ramil est aussi avec nous, journaliste pour l'excellente revue L'ADN. Julien David, vous êtes un des spécialistes justement de ce comportement des ados, des enfants avec l'info. Romo, Vreik, influx menteur. On va revenir avec vous sur ce nouveau lexique du détournement d'informations. Bonjour à vous. Bonjour et merci de m'accueillir. Mais d'abord, focus. JT, série, les images se bousculent sur les écrans et peuvent faire des dommages dans les têtes des enfants. Alors, comment les préserver? Réponse avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. Attention, c'est le JT, à couvert. Attention, c'est des images de guerre, ça va être moche, fermez vos yeux. C'est bon, c'est fini. Des opérations militaires. Gaza. Pas encore. Bon, fermez les yeux. Et la bourse de Paris termine en hausse, plus 0,23%. Miami, place tournante du... Tu m'expliques? Stupéfiant aux États-Unis. Eh ben, comme ça, au moins, aucun risque qu'il voit des images choquantes. Faut juste que je les guide pour pas qu'ils se cognent. Sans pitié et permanente. Je te ficherais des images choquantes, fallait éteindre la télé. Bah oui, il suffit de changer de chaîne. J'ai perdu la télécommande. Les hommes de la brigade des stupes traquent les narcotrafiquants nuit et jour. La guerre est sans pitié et permanente. Une seule mission pour Entre les actualités, les séries, les films et même parfois les bandes annonces diffusées en pleine journée, il y a des risques. Alors si c'est juste pour nous mettre en fond sonore et qu'on ne sert pas, il suffit de nous éteindre. Ça fait du bien d'être au calme, croyez-moi. Et on va mettre la table. Et voilà les solutions pratiques de la famille tout écran. David, Julien, Ramil, d'abord je rétablis la véracité sur votre prénom, mais surtout cette question du rapport à l'image aujourd'hui pour ces enfants, pour ces ados, il est fondamental dans l'éducation qu'ils et elles vont avoir à l'information. Ouais, tout à fait. En fait, on est rentré dans une phase maintenant où, à une certaine époque, on avait toute la famille qui se mettait devant un seul écran et qui pouvait éventuellement discuter, modérer un peu ce qui se voyait. Enfin, en tout cas, c'est moi, ma jeunesse, un petit peu comme ça que j'ai vécu. Aujourd'hui, on se retrouve avec une consommation d'écran qui est complètement éclatée. On va avoir éventuellement les parents qui vont regarder le JT. Pendant ce temps-là, les enfants vont être en train de jouer à la console ou de regarder YouTube ou de scroller sur TikTok. Et donc on perd un petit peu ce côté consommation commune. Et du coup, ce qui est plus difficile pour les parents, en tout cas, c'est d'être en raccord avec ce que leurs enfants regardent, d'être au courant de ce qui se passe sur leur propre réseau. Et pour les enfants, c'est forcément d'être confrontés avec des informations
voilà, ou des données qu'ils ne maîtrisent pas forcément, il faudrait rétablir en fait un dialogue entre les générations finalement. Intéressant ce que vous dites, parce que dans l'enquête de Milan Presse qu'on dévoile justement dans la première partie de cette émission, les parents apparaissent pour 3 ados sur 4 comme un rempart contre les fake news. On en parle tout de suite avec Marianne Denis et toujours David Julien Ramil. C'est la première partie du talk. Et oui, Marianne Denis, je vous entendais justement derrière votre écran vouloir réagir justement à cette question du rapport évidemment sine qua non des parents et des enfants à l'info, la façon dont ils peuvent en parler ensemble. Je rappelle justement l'étude que vous éditez avec YouTube et avec l'Institut CSA. Elle est allée enquêter sur le rapport des ados des 13-17 ans très particulièrement à l'information. Milan Presse, on va quand même en dire quelques mots parce que je rappelle que vous éditez 20 magazines pour les enfants de 0 à 15 ans, c'est une population que vous connaissez bien. 6 millions de lecteurs et 430 000 abonnés au global. Il y a un an, quasiment jour pour jour, vous lanciez votre chaîne YouTube Info ou Mytho. 450 000 abonnés plus tard, les objectifs sont toujours les mêmes. C'est celui de développer l'esprit critique des ados grâce à ces programmes conçus pour démêler le vrai du faux et puis surtout identifier les bugs de notre cerveau. Ça, c'est dit. En effet, dans cette enquête, vous avez surtout exploré l'univers de l'information des 13-17 ans. Et il y a ce chiffre absolument incroyable. Pour ces enfants, en tout cas 3 sur 4 d'entre eux, les parents, c'est le premier rempart contre les fake news. Et oui, donc ça veut dire qu'il y a un rôle majeur des parents et votre premier invité en parlait. En fait, le moyen de prédilection de ces jeunes de 13-17 ans pour s'informer, ce sont les réseaux sociaux, presque sans surprise. Pour 62% d'entre eux, c'est leur moyen d'information numéro 1. Mais les parents arrivent tout de suite derrière avec 54% de ces jeunes qui les citent comme étant une source d'information importante. Donc, il faut vraiment que les parents se saisissent de ce rôle-là, de passage, de transmission de l'information. D'autant plus que les ados leur font confiance en premier comme source d'information. Le fait qu'ils soient proches d'eux les rend légitimes. Donc ça veut dire que les parents, ils ont absolument toutes les armes pour communiquer avec leurs enfants et effectivement pour savoir ce que eux privilégient comme information et en débattre à la maison. Donc l'inconfiance, la crédibilité des parents en matière d'information est forte et il faut que les parents se saisissent de ce rôle-là et ne se disent pas qu'ils peuvent lâcher l'affaire. Quand vous avez justement écouté, audité ces enfants de 13 à 17 ans avec l'Institut CSA et YouTube, justement, quand ils vous parlaient de ce rapport à leurs parents, cette barrière finalement contre les fake news, ils vous en disaient quoi d'abord en effet, le fait de pouvoir solliciter plus de dialogue avec eux était primordial ? Alors, en fait, ce qu'ils disaient, pour 3/4 d'entre eux, ils déclaraient vérifier de temps en temps, donc ça veut dire que c'est vraiment pas systématique, mais malgré tout, de temps en temps, ils disaient vérifier l'info quand ils la reçoivent ou avant de la partager. Et sur cette population-là, 73% disaient que leur moyen de vérifier l'info était d'en parler à leurs parents. Donc ça veut dire qu'ils étaient en demande de crédibilité par rapport à l'information qu'ils recevaient en allant chercher une confirmation auprès de leurs parents. Donc c'est fondamental que les parents donnent ces occasions de discuter pour pouvoir rendre l'info crédible. C'est très intéressant, justement, ces chiffres décrits par Marianne, David Julien, parce que dans une précédente étude qu'on avait aussi abordée ici sur le plateau de l'École du Futur, on découvrait qu'en matière, par contre, de recommandations tech et de plateformes sociales, les parents, pour les ados, arrivaient en dernière place, que justement, ils ne faisaient pas confiance à la crédibilité tech de leurs parents. Le fait que finalement, ces parents, ce soit un rempart contre l'infox, c'est quelque chose qui vous interpelle, David Julien. Oui, effectivement, ce qui est assez amusant, c'est de voir que les parents vont être plus souvent dépassés par les nouveautés qui vont se passer sur le web. C'est souvent les ados qui vont aller sur TikTok ou qui vont aller sur les nouveaux réseaux sociaux comme Gaz, là par exemple, qui en ce moment est en train d'exploser aux États-Unis. En tant qu'adulte, on a notre vie quotidienne, le travail, s'occuper des enfants. On n'a pas le temps. Enfin, moi je le vois, je suis jeune parent. J'ai pas le temps toujours de m'occuper non plus de tout ce qui est nouveautés, nouveaux réseaux sociaux. Donc forcément, je vais pas être le meilleur, la meilleure référence
pour mes enfants quand ils seront en âge d'être sur Internet. À ce moment-là, ceux qui prennent la place, c'est les influenceurs finalement, c'est les youtubeurs, les tiktokers, c'est avec eux que les streamers aussi sur Twitch, donc c'est avec eux que les jeunes, les ados notamment, vont aller dialoguer, vont aller s'abreuver comme source d'information. Mais il y a une chose qui est intéressante, on en reviendra peut-être plus tard, c'est que l'étude que vous avez, dont on parle en ce moment, évoque le fait que les sources d'information privilégiées par les ados, c'est le divertissement. Et du coup, ça colle parce que quand ils ont affaire à des informations d'actualité, telles qu'on nous on les définit, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, les problèmes avec le Covid, etc. Finalement, ça c'est quelque chose qui leur arrive, je pense, qui est un peu moins filtré finalement, qui est beaucoup plus filtré, qui leur arrive un petit peu moins dans la figure par rapport aux adultes. Et donc forcément, quand ils sont face à ce genre d'informations, ils vont, moi ça me paraît évident qu'ils vont aller voir leurs parents parce que c'est des sujets de grands en fait, tout simplement, c'est des sujets d'adultes. Eux, ils vont plus être dans le jeu, dans le fun, dans le jeu vidéo, ce genre de choses. Donc forcément, on a cette espèce de décalage où les parents, ils peuvent être une référence pour l'actualité des grandes personnes, entre guillemets. Par contre, pour savoir quelles sont les dernières tendances ou le dernier drama entre les influenceurs, on va plutôt aller regarder ce qui se passe sur YouTube ou TikTok, quoi. Oui, absolument. Donc les parents apparaissent plus forts que les réseaux sociaux pour certains types d'informations. Marianne, justement, comment est-ce que ces 13-17 ans définissent l'information qu'ils consomment? Est-ce qu'ils font la part des choses entre infos, telles qu'on la décrirait pour un magazine d'information, pour un journal d'information, quel que soit son format, audio, vidéo ou écrit, et le divertissement qu'ils assimilent souvent à de l'information, si je comprends bien l'étude, hein? Oui, alors, en fait, il y a quelque chose d'assez réjouissant quand même, c'est que 83% d'entre eux disent que c'est très important de s'informer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. À première vue, on se dit c'est bien. Et ils trouvent que c'est important de s'informer pour se forger une opinion et aussi pour discuter avec leur famille et leurs amis. Donc un peu l'information comme lien social. Mais après, quand on leur demande quels sont les sujets d'information importants pour eux, à 82%, celui qui ressort, c'est l'information divertissement sur les séries, les films, les jeux vidéo. Donc c'est de loin le sujet qu'ils privilégient. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas à l'information plus classique, actualité nationale et internationale, mais ça arrive très loin derrière l'infodivertissement. Donc l'infodivertissement est vraiment le premier registre sur lequel ils ont envie de s'informer. Pour moi, il y a sans doute quelque chose qui relève d'une fuite, d'un refuge face à une actualité qui est extrêmement anxiogène, qu'ils n'ont pas forcément envie de voir ou qu'ils n'ont pas forcément envie de se prendre en pleine face. Il y a une forme de refuge aussi sur ce type d'infodivertissement qu'ils trouvent à foison sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que finalement, cette fuite en avant vers le divertissement, c'est aussi un échappatoire? David Julien, vous venez justement de signer dans l'ADN un excellent article sur ce nouveau phénomène qu'on appelle le ROMO. Alors, comprenez l'inverse du FOMO, Fear of Missing Out. ROMO, c'est donc Relief of Missing Out. Au contraire, on est content pour une fois de ne pas être sous l'emprise de l'information et de se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien finalement de ne pas avoir suivi toute la journée son thread ou son fil d'actu, quelle que soit la plateforme sociale sur laquelle on est abreuvé de ces infos. » Finalement, ces ados, ils se comportent comme leurs aînés. Alors, je pense que, peut-être pour revenir un petit peu juste en arrière, je trouve que quand on parle de la distinction entre divertissement et information, je trouve qu'il y a aussi une chose importante qu'il faut remettre en place, c'est la manière dont ce divertissement, ce contenu, maintenant on appelle ça du contenu, est proposé sur les réseaux, et souvent c'est du contenu qui est sponsorisé par des marques, et donc là où je trouve qu'il y a un petit point de vue à apporter, c'est que aujourd'hui il y a beaucoup d'ados qui vont avoir du mal à distinguer un contenu entre guillemets journalistique par exemple, ou éditorial d'un contenu publicitaire. Les frontières sont totalement brouillées, sont totalement mélangées. Donc voilà, ça c'est une petite précision que je voulais rapporter. Sur le ROMO, ce qui est intéressant, donc, c'était quelque chose qui a été mis en avant par une étude sociologique. Effectivement, il y a une espèce de fuite du réel parce que le réel est jugé extrêmement anxiogène. On parlait tout à l'heure des news environnementales, les forêts qui brûlent, les inondations, les glissements de terrain. S'ajoute à ça le confinement. Ils ont énormément souffert
les ados, je parle, enfin tout le monde a souffert, mais genre, les ados ont vraiment énormément souffert ces 2 dernières années. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais en termes de problèmes de maladie mentale, de dépression, de tentatives de suicide, on explose les plafonds en France et partout dans le monde. Et je pense qu'il y a une volonté oui, d'échapper à tout ça, clairement, avec pas forcément, comment dire. En fait, l'idée n'est pas forcément de ne pas se confronter à l'actualité, mais peut-être plutôt de passer par un filtre qui soit un peu plus humain, c'est-à-dire en gros, on va passer éventuellement par un influenceur, par un streamer, qui va aborder peut-être un petit sujet d'actu comme ça de temps en temps, et ça va être beaucoup moins angoissant d'en parler parce que c'est comme un peu comme si c'était un copain à nous qui en discutait. Je rapporte une autre petite précision de cet article sur le Romo. C'est qu'il a été mené c'est une étude qui a été menée en Grande-Bretagne et ils ont découvert que c'était notamment les classes sociales les plus populaires finalement, ou ceux qui habitent dans des environnements sociaux qui sont déjà compliqués, qui pratiquent le plus le Romo. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà une vie vraiment difficile et qui n'ont pas forcément envie de se rajouter le fardeau de l'actualité mondiale sur le dos. C'est une chose qui peut être compréhensible. Oui, complètement. Et pour revenir justement et compléter ces chiffres, notamment sur le phénomène d'éco-anxiété, de peur du futur dû au changement climatique, mais aussi du futur tout court. 85% des étudiants, je vais dans la classe d'âge supérieure, Marianne, de celle que vous avez interrogée, mais 85% des étudiants et des étudiantes aujourd'hui disent souffrir justement d'éco-anxiété. Ça veut dire que le divertissement, c'est aussi un remède à ce fameux phénomène d'éco-anxiété? Ça peut l'être, bien sûr, mais moi, ce que j'ai envie d'apporter aussi comme contrepoint, c'est de dire que personne n'échappe à ça. Même la télévision classique, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'émissions d'infodivertissement, que ce soit Cyril Hanouna ou Quotidien, on est quand même sur des formats qui mélangent allègrement l'actualité plus dure et puis un format plus divertissement, plus clash, qui n'est pas un format d'actualité classique. Donc, moi, je pense que ces jeunes-là ne font qu'accentuer une position, un mélange des genres qui existe aussi dans le reste de la société. Donc, ils l'expriment d'une manière un petit peu différente, mais malgré tout, on est sur ces tendances-là aussi en général. Sauf qu'entre les émissions, il y a aussi des façons différentes de vérifier les infos. Si j'ose dire, David Julien, ce n'est pas faire une insulte à ces émissions d'infotainment que de le préciser. C'est-à-dire que bon, ça va dépendre de quelle émission on parle, mais concrètement, si on parle de vérification d'infos et de diffusion de fake news, je pense qu'il y a des émissions qui malheureusement ne prennent pas forcément toujours les précautions ou des gants, on mélange aussi même à la télévision des faits et de l'opinion. C'est malheureusement le principe de l'émission de plateau, quoi. C'est-à-dire, en gros, on va avoir des grandes gueules qui vont venir donner leur avis et toutes les opinions se mettent à se valoir. Et c'est un phénomène qu'on revoit de plus en plus même sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand on est sur Twitter ou quand on est sur TikTok, on va scroller, on va tomber à la fois sur, par exemple, une news donnée par Hugo Clément ou Hugo Décrypte, par exemple, qui font du travail, somme toute, relativement bien au niveau journalistique. Et puis derrière, on va avoir des influenceurs qui vont sortir quelque chose de complètement dingue. Et en fait, c'est super difficile, dans la rapidité avec laquelle on consomme les informations, de vérifier, surtout quand on est un ado et qu'on n'a pas appris concrètement comment faire le tri entre les bonnes et les mauvaises infos. Ça va être super dur de se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et c'est un apprentissage que je sais pas si c'est l'école ou quoi que ce soit qui devrait le prendre, mais en tout cas c'est quelque chose qui à mon sens devient super important à prendre en compte, parce que moi par exemple j'ai appris vraiment à aller vérifier des sources, à vérifier une information franchement uniquement à partir du moment où j'étais à l'université et au lycée. En fait on n'a pas du tout le temps de penser à ça, et encore aujourd'hui je pense que c'est super difficile pour des ados de délimiter qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est dans la frontière un peu trouble entre les deux, quoi. Et justement, il y a un nombre d'initiatives et d'outils très pratiques pour pouvoir justement apprendre à débusquer le vrai du faux en matière d'information. On peut citer notamment la chaîne YouTube d'Aude Favre, la journaliste notamment de France Info qui s'appelle What the Fake, et également les initiatives en présentiel du Cube, ce grand centre culturel et numérique et de culture numérique à Issy-les-Moulineaux. Il y a aussi évidemment votre propre chaîne YouTube, Marianne, la chaîne YouTube
Info ou Mytho. Ça se passe là aussi sur YouTube. Encore une fois, je le disais, vous l'avez lancé il y a un an, quasiment jour pour jour. Vous avez été surprise par l'engouement, justement, qu'elle a suscité cette chaîne YouTube? Non. Non, on n'a pas été surpris parce qu'il y a un vrai gros besoin. Et puis que, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'en toute humilité, on était, nous, sur de la presse écrite, hein, donc le langage YouTube n'a rien de si simple à assimiler pour des journalistes de presse écrite. Donc on s'est fait beaucoup aider par des YouTubeurs pour trouver le ton juste et pour écrire comme... il faut le faire pour assimiler une grammaire qui soit compréhensible et adaptée pour des ados. Donc, en fait, on a une progression très régulière de notre chaîne. Ce que je pense aussi, bien qu'on ne puisse pas vraiment le vérifier de manière très scientifique, on touche à la fois des ados, mais aussi des jeunes adultes. Et je pense que c'est le cas parce qu'on le voit dans les commentaires qui sont postés et qui relèvent parfois plus de jeunes adultes que d'ados. Pour revenir sur l'éducation aux médias, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il faut la démarrer très jeune. Et en fait, dès l'école primaire, il faut entraîner les enfants à vérifier la crédibilité d'une source, à travailler sur l'actualité, à exercer leur esprit critique. C'est vraiment un exercice qu'il faut démarrer dès le plus jeune âge, parce que au moment où les enfants sont en primaire, ils ont une curiosité, une moindre influence aussi évidemment des réseaux sociaux qui ne sont pas censés fréquenter à cet âge-là. Donc c'est beaucoup plus simple de démarrer une éducation aux médias et à l'information à partir de 8-9 ans que de le faire après en venant de rien et en n'ayant pas préparé le terrain. Donc nous chez Milan, on travaille avec Un jour une actu qui est un hebdo d'actualité qui permet aux enseignants de faire de l'information et d'aider les enfants à démêler le vrai du faux dès l'école primaire. L'éducation aux médias, les ados et l'info, on continue à en parler dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Édouard Degnaud nous attend pour son zap tout de suite. All right, whenever you're ready. Now you want to work. Now you want to work. Oh, do you want to know the time? What? 4.747. We would have won. No. Et vous êtes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de David Julien Ramil, journaliste pour l'excellente revue L'ADN, toujours en compagnie de Marianne Denis, directrice générale de Milan Presse. On continue avec vous, messieurs, dames, à parler justement de ce rapport des infos, ou plutôt des ados aux infos, et pas des infos aux ados, quoique, peut-être qu'il en sera question, tiens, tout à l'heure, justement, avec cette éducation aux médias. Mais tout de suite, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech.
et Jeanne avec toi aujourd'hui. On va parler 7e art, on va parler salles obscures, oui, mais changement justement pour ces salles, puisqu'on va revêtir nos casques de VR pour mieux se projeter dans leur futur. Tout à fait. Cet été, pendant le Cannes XR, marché du film virtuel de la Croisette, un film avait fait grand bruit, le documentaire VR The Soloist, qui permettait de suivre les ascensions en solo du grimpeur star Alex Honnold et de partager avec lui le vertige monstrueux qu'on ressent quand on décide d'escalader la Terre à main nue. Rien que les images du making-of sont à mourir d'angoisse. Le défi consistait à accrocher une caméra de plus de 5 kilos et 8 objectifs à une altitude que je ne préfère absolument pas savoir. Alors, pour ne pas être traumatisée par cette expérience de film en VR, eh bien, j'ai décidé de me remettre tout de suite en selle et d'explorer ce domaine un peu particulier d'un 7e art virtuel. Alors, qu'est-ce que justement cette exploration de cet art immersif et virtuel a donné pour toi? Alors, tout d'abord, comme dans tout voyage, il m'a fait faire des découvertes étonnantes. Par exemple, le fait que ce cinéma soit né de la folle invention nommée Sensorama, qui devait permettre de voir un film tout en ressentant des odeurs, du vent, des mouvements, avant d'être reprise par un développeur qui n'était autre que la NASA, qui avait assemblé un téléviseur Sony avec un casque de moto pour permettre de simuler l'expérience de l'espace, espace toujours au cœur du jeu vidéo récent, enfin de l'expérience plutôt de cinéma en réalité virtuelle récente First Man, qui permettait d'enfiler la combi d'Armstrong pour faire à sa place le premier pas de l'homme sur la Lune. Ça fait donc des décennies qu'on travaille justement sur ces technologies de réalité virtuelle adaptées au cinéma avant qu'ils ne soient proposés même au grand public. Tout à fait. C'est une histoire compliquée que celle du cinéma en réalité virtuelle. Et d'ailleurs, cette histoire compliquée n'est pas résolue. Il y a 3 ans, on se souviendrait que Google fermait sa branche de production en cinéma en réalité virtuelle, Google Spotlight Stories. Un des problèmes qui empêchait son développement était notamment une maladie, un virus qu'on attrape exclusivement dans les mondes virtuels, la cyber sickness, le mal du cyber. Ça donne des trucs terribles, comme ça, on peut le voir, cette nausée ressentie dans les expériences de VR, elle est due au décalage entre le corps immobile et l'environnement qui ne cesse de bouger et qui dérange l'oreille interne, ce qui limite par exemple notamment la durée des films en réalité virtuelle, et on commence à peine en fait à en voir le bout et à parvenir à des installations et des fauteuils qui réduisent considérablement ces effets indésirables. Et c'est extrêmement important de le faire parce qu'en effet on peut avoir de grosses surprises, notamment dans les tout premiers développements de cinéma en VR. Ça pouvait être parfois assez drôle. Il y a des contraintes techniques, certes, mais j'imagine qu'il y a aussi des contraintes artistiques. Tout à fait. Et c'est là que ça devient absolument passionnant. Première différence centrale entre le cinéma traditionnel et le cinéma en VR, le montage. Puisqu'il n'y en a pas de montage en VR, étant donné que le point de vue est toujours le même, c'est celui du spectateur qui regarde le film. Un maître a su en tirer profit de cette particularité. Il s'appelle Justin Lin, c'est le réalisateur de Fast and Furious 4. Il a fait un des premiers films en VR, un premier film d'action en VR qui s'appelait Help, où son objectif premier, c'était d'attraper le regard à tout prix. Par l'action, par exemple, celle des météores qui nous font lever le regard, par la lumière et le son d'une explosion, par le regard des personnages qui nous guident vers un ailleurs, par les bruits, par les ombres et les mouvements même, tout sert à ce que, pas une minute, l'attention ne soit pas attirée quelque part par une action, et je vous promets que le film est aussi terrifiant que le documentaire en VR d'Alex Honnold. Et c'est ce qui est fascinant dans le cinéma en VR, c'est qu'il nous ramène à la sidération des tout débuts du cinéma, quand devant le premier film des frères Lumière, l'arrivée en gare d'un train en gare de la Ciotat, eh bien, il y avait eu de véritables mouvements de foule parce que les spectateurs du début du cinéma avaient l'impression que le train transperçait littéralement l'écran. C'est ça que nous fait ressentir ce cinéma en réalité virtuelle. Quand la VR transperce l'écran, c'est la fiction qui dépasse la réalité très souvent. Merci Jeanne pour ce voyage en terre de 7e art. David, Julien, vous connaissez bien justement ces technologies aujourd'hui qui peuvent aussi nous permettre d'aller plus loin que la fiction et surtout qui peuvent s'appliquer à l'info. Il y a eu des tentatives justement d'information développées dans des univers immersifs en réalité
réalité virtuelle ou en réalité immersive, qu'elle soit réalité augmentée ou qu'elle soit aussi avec je cherche le nom de cette technique, notamment chez HoloLens, qui s'appelle l'holographie. Merci, vous y avez pensé très fort, merci de m'avoir aidé. Justement, ça a un potentiel pour le futur de l'information, pour essayer de peut-être mieux aussi faire comprendre certains faits d'actu? Alors, pour l'actu, je sais pas. Effectivement, on peut avoir des expériences qui permettraient, par exemple, de vivre sur une courte séquence, qu'est-ce que c'est que d'être sur un champ de bataille, par exemple, moderne. Je pense que c'est des choses auxquelles beaucoup de gens réfléchissent. On a un réalisateur en France, malheureusement, je n'ai plus son nom, je suis vraiment désolé, mais qui a sorti une expérience, alors qui n'était pas immersive avec un casque, mais qui se regardait avec un téléphone portable, qui était une expérience qui représentait, qui voulait recréer qu'est-ce que c'était que d'être pris dans une soirée où il y a des attentats. Et c'était un film qui se passait sur 3 niveaux avec 3 personnages différents, dans le métro, dans la rue et avec les policiers environnants. Et on pouvait zapper d'un personnage à l'autre pour suivre une histoire qui se déroulait quasiment en temps réel. Et il y a un autre exemple que j'aimerais bien vous donner qui est peut-être moins relié à l'actualité, mais plus à la manière dont on pourrait aborder de nouvelles façons de dialoguer et de parler. C'est sur l'expérience, le jeu VRChat, donc qui est une espèce de métaverse avant l'heure, en fait, on peut le dire comme ça, sur lequel les internautes se connectent, donc ils ont des casques, certains ont même des gants, voire même des combinaisons entières avec lesquelles ils peuvent faire bouger leur avatar, et on a des journalistes, en fait, qui sont pas vraiment journalistes, mais qui sont spécialisés sur cet univers-là, donc ils vont se rendre tous les jours dans VRChat, ils vont aller à la rencontre de gens qui sont dans cet univers-là. Ils vont les emmener dans une salle, dans une espèce d'environnement. Ça peut être un bord de plage calme avec un petit feu de camp, ça peut être dans une forêt, etc. On peut créer un peu tout ce qu'on veut comme scène imaginaire. Et il va les faire parler, il va les interviewer. Et en créant cette espèce d'univers, cette espèce de bulle un peu intimiste, il va faire raconter à des gens leur histoire, parfois tragique, parfois humoristique, et ça donne quelque chose qui est vraiment étonnant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on a des interviews longues de gens qui vont se livrer, mais dans un environnement totalement féerique, vidéoludique. Et c'est une approche qui, je trouve, est passionnante, quoi. Et justement, voilà, le futur et l'innovation des médias et de l'information, on le voit notamment avec vous et dans vos excellents papiers, dans l'ADN notamment. On continue à parler de ce rapport des ados à l'info, mais aussi au complotisme et aux fausses informations dans la deuxième partie du talk, tout de suite. Et pour en parler, toujours en duplex avec nous, Marie-Anne Denis, vous êtes la directrice générale de Milan Presse. On est avec vous en duplex depuis Toulouse, puisque c'est le siège évidemment de cette très belle maison d'édition et d'information. Vous avez enquêté, je le rappelle, avec YouTube et l'Institut CSA sur ses habitudes de consommation des 13-17 ans en matière d'information. Toujours aussi en duplex, depuis Paris cette fois-ci, et depuis sa rédaction, avec David-Julien Ramil pour l'ADN, Romo, Vrek, Influmenteur. On va revenir avec vous sur ce nouveau lexique du détournement d'infos. Et justement, ces chiffres, évidemment qu'on connaît toutes et tous ici, elles se répandent 6 fois plus vite qu'une vraie nouvelle. Évidemment, ce sont les fausses informations et les théories du complot qui menacent plus que jamais notre démocratie, alimentent la haine en ligne. Vous le disiez tout à l'heure, messieurs, dames, info ou intox, il faut apprendre à pouvoir, là aussi, les débusquer dès le plus jeune âge. Et c'est notamment un des enseignements de votre étude, Marie-Anne, avec Milan Presse. Les 2/3 des 13-17 ans ont déjà entendu parler au moins d'une théorie du complot, et ils sont 84% à croire ou à penser qu'il est possible que l'information ne soit pas transparente et que nous soyons manipulés. Il y a encore de la pédagogie à faire en la matière. Oui, c'est des chiffres assez écrasants. Alors effectivement, on leur a demandé, sans leur demander s'ils y croient, mais s'ils avaient été déjà exposés à des théories du complot assez présentes, les Illuminati, QAnon, le vaccin et le fait qu'on soit contrôlé par la 5G, les chemtrails. Et effectivement, 2/3 d'entre eux en ont déjà entendu parler. Alors c'est assez logique vu leur fréquentation d'Internet et des réseaux sociaux. Et après, effectivement, ils sont très, très, très nombreux à penser que l'info est manipulée, qu'on est surveillé en secret, qu'on nous cache des choses. Donc c'est pas forcément une croyance qui est installée, qui est cristallisée, qui est dure, mais
il y a cette possibilité de se laisser séduire par des choses ou des théories très manipulatrices et très dangereuses. Donc, c'est compliqué parce que et c'est effectivement des théories qui sont très séduisantes pour eux, parce que ça leur donne l'impression d'avoir accès aux happy few qui savent exactement ce qui se passe dans le monde et qu'on nous cache à nous autres pauvres citoyens. Et puis, il y a aussi évidemment un côté extrêmement séduisant de ces théories qui souvent relèvent d'une forme de narration qui est très bien faite. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est important de s'y attaquer, de trouver les moyens de lutter contre, parce que autant à cet âge-là, on peut imaginer que c'est encore peu installé, mais à force de mijoter dans cet univers-là, on peut bien imaginer que ça finisse par être très présent dans leur imaginaire et dans leurs croyances, et que ça soit beaucoup plus dur de revenir en arrière à l'âge adulte. David Julien, l'éducation contre justement ces informations et ce phénomène complotiste, c'est une urgence définitivement? Oui, je pense que c'est vraiment un élément sur lequel il faudrait s'attaquer rapidement. Je voudrais juste apporter une nuance parce que en fait, quand on considère le terme fake news, je trouve que c'est un peu devenu un terme fourre-tout dans lequel on peut mettre énormément de concepts différents. Une fake news pour, on va dire, un adulte de 50 ans, par exemple, ce ne sera pas la même chose que à mon sens, pour un ado. Je vous donne un exemple. À mon sens, les personnes qui, on va dire, ont passé énormément de temps sur Facebook pendant le confinement, on appelle ça les boomers de manière un peu péjorative, ont été énormément confrontés à de la fake news venant de sites d'Infox, donc par exemple Réinformation Covid ou France Soir, qui est devenu une espèce de blog complotiste, qui se part des atours des médias, donc on a l'impression d'être sur un site légitime, mais on se retrouve avec de la fausse information, de la désinformation qui suit un agenda, on va dire, politique ou idéologique. Je pense que pour les ados, alors effectivement, ils ont entendu parler de tout ça, les Illuminati, même maintenant dans n'importe quelle chanson de pop culture, on fait le triangle, donc je veux dire, c'est presque devenu une blague. Il y en a certains qui vont y croire, et puis après on va leur dire non mais bon, arrête tes bêtises, c'est pas pour de vrai. Juste une anecdote, moi j'ai été en collège, dans un collège de Montreuil il y a 2 ans pour interroger des élèves, et ils m'ont parlé par exemple de différents youtubeurs qui analysaient les clips de rap qui étaient populaires à ce moment-là. C'était notamment le clip de PNL, et ils leur disaient regardez, là on a le signe que les 2 rappeurs de PNL ont signé avec le diable parce qu'ils font le signe du diable, etc. Et en fait, en fonction des populations avec lesquelles on va avoir affaire, là on était dans un collège de Montreuil, donc avec une population qui est relativement populaire, parfois quand même assez croyante, et ben en fait la croyance des djinns ou du diable, et ben c'est quelque chose qui est assez réel en fait chez les ados, ils y croient vraiment, et du coup ça tape à ce moment-là. Donc je dirais qu'ils sont pas forcément confrontés aux mêmes fake news entre guillemets, mais qu'en tout cas, ils sont dans un environnement où effectivement on peut leur balancer beaucoup de bêtises, mais ce sera toujours vraiment surtout à leur niveau. J'ai pas l'impression que ça se croise complètement. Je pense pas qu'ils soient extrêmement touchés par les vaccins et la 5G par exemple. Je pense qu'ils sont. Enfin, j'ai l'intuition que c'est un peu différent quoi. Mais pour revenir après sur l'éducation. Pourtant, Marie-Anne Denis, justement, il cite dans les théories du complot auxquelles ces 13-17 ans disent avoir été exposés, il cite les Illuminati, ça on vient de le faire avec vous, David Julien, QAnon, les vaccins comme moyen de contrôler par la 5G. Donc ils savent que ça fait partie du champ du complotisme auquel ils peuvent être confrontés. Après, est-ce qu'ils y croient ou pas, c'est encore une autre question. C'est encore une autre question. Oui, c'est ça. C'est ce que dit aussi David et ce que j'ai dit aussi, c'est que ils n'y croient pas forcément dur comme fer, mais ils y sont confrontés. Et puis il y a une source de séduction à y croire, à le colporter. Donc c'est quand même dangereux, hein. Même s'ils n'y croient pas dur comme fer et que c'est pas encore installé comme un système de pensée très ancré, malgré tout, le fait d'y être confronté très souvent, d'en entendre parler et de vivre dans cet écosystème représente un danger de finir par y croire et que ce soit vraiment installé ensuite à l'âge adulte. Si je peux rajouter une petite précision. Absolument, vas-y. Sur vous avez dit, c'est-à-dire en gros le fait que l'information ne soit pas forcément transparente, ils ont l'impression qu'ils sont manipulés. J'ai l'impression que ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est le fait que maintenant les ados, ils ont accès à des médias, notamment Twitch par exemple,
où c'est l'authenticité qui va primer avant tout. Donc ils vont suivre pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, parfois 5 heures, des streamers qui vont jouer, discuter avec eux, qui parfois, il y a le chat qui va débarquer dans la chambre, ils vont manger en même temps. En fait, ils sont habitués maintenant à avoir des gens, des intermédiaires médiatiques qui vivent un peu la même vie qu'eux, en fait, qui sont en train de chiller devant leur ordinateur. Et en fait, quand on compare ça avec les formats extrêmement carrés, extrêmement pro que la télé peut offrir, eh ben je pense qu'on peut avoir effectivement cette sensation de décalage en disant ah là c'est vraiment une image qui est beaucoup trop manufacturée, le montage on peut lui faire dire ce qu'on veut, en fait on pourra pas égaler la puissance que peut avoir le live par exemple où il n'y a pas de coupure et où tout se passe en direct et donc forcément ça apporte beaucoup plus de crédibilité par rapport à un reportage ou toute une émission sur la télévision où tout a été monté, millimétré, etc. Et je pense que ce décalage, il est important à prendre en compte quand on voit les chiffres, quand on voit que 84% voilà, des ados pensent qu'ils sont manipulés, ça fait partie de ce truc-là. Décalage justement, et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça fait partie de ce nouveau vocabulaire, ces nouveaux mots MOTS, mais aussi mots MAUX de l'info, les fake news. Alors, vrai, c'est la contraction de vrai et de fake. Les vrais qui désignent des informations véridiques présentées comme fausses par ceux que cela arrange. On est arrivé au paroxysme de la guerre de l'info, David Julien? Paroxysme, je sais pas, je pense qu'on peut encore aller plus loin. Ceci étant dit, là on est dans un contexte qui est quand même très très compliqué. On a la guerre en Ukraine qui bat son plein. Et on sait qu'à travers cette guerre-là, on a des puissances étrangères qui essayent d'imposer leur narratif. Alors, la Russie semble un petit peu, isolée, entre guillemets. On voit que sa propagande sur les réseaux, par exemple, n'est pas vraiment efficace. Elle est plutôt assez bien contrée. Ceci étant dit, il y a beaucoup de gens en Occident qui, de manière plus ou moins cachée, plus ou moins secrète, sont plutôt d'accord avec les idées de Vladimir Poutine. Dans le camp ultra-conservateur, par exemple, je ne pense pas que si Trump revenait au pouvoir, il y aurait un soutien aussi fort vis-à-vis de l'Ukraine. Et du côté on va dire, du camp occidental et ukrainien, on a aussi, par exemple, l'utilisation de mèmes, d'images relativement drôles pour pouvoir gagner le cœur et l'esprit des gens qui vont les soutenir. Et c'est aussi une forme de manipulation d'information, sachant qu'on va passer par l'humour, par la connivence, etc. Donc je pense que des formes de manipulation d'information et de présentation d'éléments vrais comme étant faux, on en a plein. Je pense que c'est les vrais que ça touche, encore une fois, principalement les gens qui, on va dire, sont déjà disposés dans une certaine idéologie. Je parle aux anti-vax, des gens qui sont persuadés que le Covid a été une espèce de plan mis en place, par exemple, pour contrôler la population. Bon, bah, à ce moment-là, dès qu'on va leur présenter quelque chose qui vient d'une source un tant soit peu officielle ou scientifique, ils vont balayer l'argument du revers de la main en disant de toute façon on nous ment, quoi qu'il arrive, ça ne changera rien. Et ces gens-là, c'est très très difficile de les faire revenir en arrière. Ça prend beaucoup de temps et malheureusement sur les réseaux, même dans les médias classiques, on a une espèce d'opposition un peu frontale entre ces gens qui sont persuadés que tout le monde leur ment et les débunkers, les fact-checkers. Et c'est un peu ces deux camps qui sont totalement irréconciliables. Faites attention même aux mêmes, si je vous entends bien, et faites attention justement aux contrefaçons. On revient pour boucler cette émission sur ces solutions. Évidemment, ces solutions, on va les trouver aux côtés des initiatives de celles et ceux comme vous aussi, avec vos médias respectifs, qui permettaient de mettre en place des solutions pour pouvoir fact-checker, pour pouvoir nous permettre, en tant que consommateurs et consommatrices d'infos, pouvoir vérifier aussi les sources et la véracité de ces informations. Je voulais juste vous donner des nouvelles de Gérald Bronner. Souvenez-vous, le sociologue qui avait remis son rapport au gouvernement, c'était au printemps dernier. Un rapport très important, justement, sur le complotisme et sur la désinformation, où il apportait notamment des solutions en matière d'éducation aux médias et d'esprit critique. 30 recommandations en tout. Eh bien, il y a encore quelques semaines, il déplorait de ne pas avoir de nouvelles de l'Élysée pour pouvoir mettre en application ces solutions. C'est peut-être ce qui nous manque, Marianne, enfin un engagement de la part des régulateurs, de la part des gouvernements pour pouvoir travailler concrètement avec les médias à l'établissement d'un guide de bonne conduite aussi pour la véracité de l'info.
Certainement. Et puis, ce que proposait la commission Bronner, c'était de faire de la construction de l'esprit critique une grande cause nationale. Ça pourrait être assez intéressant de la porter de cette façon-là. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a plein d'initiatives très disparates en présentiel, en distanciel, par des médias, par des associations de journalistes, par plein de choses pour essayer de développer l'éducation aux médias et que tout ça demande d'être fédéré et démultiplié et qu'on a effectivement grand besoin d'aide pour le faire. C'est très important. Et puis ce que disait aussi la commission Bronner, que je trouve intéressant, c'est que l'éducation aux médias, la construction de l'esprit critique, elle ne doit pas concerner que l'école et que les jeunes, elle doit concerner toute la société civile dans un esprit de continuum, quel que soit l'âge des personnes. Et c'est aussi ce que montre notre étude, c'est qu'en fait, il y a une place très importante des adultes auprès des jeunes pour les aider à construire leur esprit critique et à lutter contre les fake news. Encore faut-il que les adultes soient aussi sensibilisés et aussi accès à des outils qui leur permettent de démêler le vrai du faux. Vérification bien ordonnée commence par soi-même. Merci infiniment Marie-Anne Denis pour Milan Presse d'être venue détailler cette étude justement inédite pour s'intéresser au rapport à l'information des 13-17 ans. On vous retrouve évidemment sur la chaîne YouTube de Milan Presse, info ou mytho pour débusquer les fausses informations. Merci à vous David Julien Ramil. On vous retrouve dans les colonnes de l'ADN, que ce soit en kiosque ou que ce soit en ligne. Et merci comme toujours à Jeanne Dreyfus pour ses idées derrière la tech. Je vous dis à très vite sur School TV pour un nouvel épisode de l'École du Futur. Cette semaine, retrouvez-moi dans Souvenirs d'écolier.